sont censés ne plus se retrouver dans les feuilles tricolores vendant à la sauvette leurs articles depuis le 1er mars dernier, mais le constat en dit le contraire. Est-il possible de mettre fin à cette activité? Quelles en seraient les implications? Eh bien, le sujet revient cette semaine en décryptage. Le dossier de la semaine va se consacrer à la femme rurale et à sa contribution à l'économie nationale à travers l'approche communale pour le marché agricole. Mais avant, vous auriez suivi la revue de presse économique de la semaine et également le mini-journal que nous présente tout de suite Nadège Sani. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce mini-journal. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission au Bénin, le programme des Nations Unies pour le développement a adopté le paradigme du développement humain comme un concept de travail. À l'occasion du lancement officiel du rapport national 2016 de suivi de la sécurité humaine du Bénin, on se rappelle les fondements et l'importance pour le pays. Mathieu Sokenou, Marcela Rossi. La sécurité humaine, une approche axée sur les individus et leur sécurité. Elle fait référence à la fois au droit des citoyens à vivre dans un environnement sécuritaire et à l'existence d'une activité politique, sociale, religieuse et économique au sein de chaque société à l'abri de violences. L'élaboration du rapport national effectué cette année nous fait rappeler ses fondements. Ce rapport est le premier du genre, donc je dirais au niveau du Bénin, et qui a mis en évidence que la sécurité ne doit pas être vu uniquement en termes de sécurité et en termes de défense, mais qu'il faut voir la sécurité sous plusieurs autres angles. Prendre en compte donc toute la dimension personnelle de la sécurité, la dimension communautaire, la dimension politique, la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale, et que tous ces éléments-là, une fois sont pris en compte, peuvent contribuer véritablement à faire du développement, un développement plus inclusif, un développement qui atteigne toutes les populations à la base. En basant ses fondements non seulement sur la sécurité de l'État, mais surtout sur celle des individus et des communautés, ce concept prend en compte les libertés fondamentales des citoyens. La sécurité humaine, ce n'est pas quelque chose de parcellaire, c'est global, c'est total, et ça recouvre aussi bien la sécurité en tant que protection du citoyen, ça recouvre la vie sociale du citoyen, la vie alimentaire du citoyen, ça recouvre tous les aspects du citoyen. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est dit sécurité humaine, moi je dirais même sécurité de la personne humaine. Elle apparaît bien importante pour le Bénin. C'est d'autant plus important qu'il est nécessaire qu'on ne se contente pas seulement de sécurité telle qu'on l'a toujours caractérisée, mais jusqu'à maintenant, qu'on sache que c'est une sécurité qui intéresse l'homme dans son entièreté, dans sa totalité, dans sa globalité. Depuis bien longtemps, la sécurité humaine est devenue un enjeu majeur des relations internationales. Sa signification est maintenant considérée comme étant plus large que celle de la simple protection des frontières territoriales contre les menaces extérieures. Arriver à bout de l'extrême pauvreté, c'est le défi que veut relever l'ONG Afrique Mutualité. Ses responsables ont tenu mardi dernier un atelier pour faire un bilan de la mise en œuvre de son projet intégré de nutrition communautaire et de la lutte contre la pauvreté. Bénédicte Possou et Yasmine Damata ont assisté aux travaux. Voici le compte-rendu. Selon les statistiques de l'Institut de recherche empirique en économie politique, en 2017, la pauvreté s'est accrue au Bénin. Elle passe de 19% en 2011 à 27% en 2016. Pour corriger le tir, l'ONG Afrique Mutualité s'est assigné une mission, lutter efficacement contre la malnutrition et la pauvreté au Bénin. Dans cette logique et grâce au PINCP, projet intégré de nutrition communautaire et de lutte contre la pauvreté, elle décide d'accompagner des ménages dans 10 villages de Zapota et 10 villages de Zé. C'est vraiment une petite goutte d'eau
Et donc cette goutte d'eau-là crée un espace d'apprentissage à partir duquel et autorités communales et services déconcentrés de l'État et communautés avec la puissance publique nationale peuvent voir comment faire pour reculer aussi bien la pauvreté extrême que la malnutrition dans notre pays. Nous avons eu à organiser des séances de causerie éducative sur l'alimentation, la santé, la nutrition au niveau des mères de ces enfants-là. On a eu à distribuer des kits de production agricole pour améliorer les capacités de production des mères de ces enfants. On a eu à octroyer des fonds d'appui pour appui aux activités génératrices de revenus. D'une durée de 15 mois, ce projet a soulagé plus d'un dans ces localités où la malnutrition et la pauvreté sévissent. À ce jour, depuis que nous avons reçu la formation et encadré ces mères, elles ont changé et appliquent régulièrement les règles d'alimentation dans les repas des enfants. Aujourd'hui, nous avons moins d'enfants malnutris dans notre commune. Le PINCP revêt en réalité un double sens. Il contribue non seulement à lutter contre la pauvreté extrême, mais aussi à réduire la malnutrition. La lutte contre l'extrême pauvreté est renforcée par l'attention portée sur la malnutrition et les efforts déployés sur la lutte contre la malnutrition sont renforcés par l'attention portée à l'extrême pauvreté. C'est cette conjugaison que l'ONG Afrique Mutualité a réussi à, je vais dire, expérimenter. À l'issue de cet atelier, les participants attendent un accompagnement pour atteindre un seul objectif, celui d'un Bénin sans malnutrition et sans pauvreté. Loin des atouts, mais autour de la réflexion sur le numérique, les femmes du ministère de l'économie numérique et de la communication ont célébré la Journée internationale de la femme. Sur initiative de leur ministre de tutelle, Aurélie Soulé-Adamzoumaro, elles se sont retrouvées pour réfléchir sur ce que le numérique peut apporter au mieux-être de la femme. C'était dans les locaux de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Suivez le compte-rendu de Agnat Bello et Calvador Awano. Utiliser le numérique comme outil de synergie pour le mieux-être de la femme béninoise. C'est bien possible. Les femmes du ministère de l'économie numérique y ont été sensibilisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes qui sont dans un domaine aussi challengé que celui de l'économie numérique ont justement besoin de comprendre quels sont les responsables de leur propre épanouissement, qu'elles ne doivent pas attendre que cela vienne d'une personne extérieure ou d'une conjoncture particulière, mais qu'elles-mêmes elles peuvent être artisans donc de leur réussite. Quand vous êtes femme et quel que soit le domaine d'activité, avec le numérique, vous pouvez toucher une cible donnée et augmenter votre chiffre d'affaires. Une femme qui vend des produits, par exemple, dans un quartier, si on va vers elle, on lui parle du numérique, comment est-ce qu'aujourd'hui la révolution technologique peut la mener à pouvoir, par exemple, déjà créer une page Facebook avec son WhatsApp qu'elle utilise. Voilà, je vends telle chose et puis ça peut apporter tel. Donc ça va l'aider à toucher un monde énorme. Selon le rapport Women and the Web d'Intel et datant de 2012, les pays en développement pourraient voir leur PIB augmenter de 13 à 18 milliards de dollars en doublant seulement le nombre de femmes et de filles connectées à Internet. Et c'est consciente de toutes les opportunités d'épanouissement pour la femme qu'offre le numérique que Aurélie Soulé-Adamzoumaro, ministre de l'économie numérique, a décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Le message que j'aurai à l'endroit des autres femmes qui veulent donc jouir des bénéfices de ces outils numériques, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être ouverte justement, d'être agile comme on dit dans notre secteur,
pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles compétences que ces outils numériques peuvent apporter. Le secteur de l'économie numérique est un secteur transversal qui touche l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui et qui leur permet d'optimiser leur processus, d'améliorer leur productivité. Et aujourd'hui, ensemble avec les femmes, ce sont de ces questions dont nous avons discuté et nous avons ensemble convenu que nous allons agir dans le sens de porter l'économie numérique plus haut, encore plus haut dans notre pays et de transformer la vie des Béninois grâce à une économie numérique de référence. Le manque d'accès aux technologies, des connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates sont autant de freins à l'utilisation efficiente du numérique par les femmes béninoises. Mais cela ne saurait être une excuse pour rester en marge du développement avec le numérique. Les pays africains dont les œuvres d'art se retrouvent actuellement en France n'auront plus de soucis à se faire. Emmanuel Macron a annoncé lundi, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue béninois, Patrice Talon, la restitution à l'Afrique de ses œuvres d'art actuellement en France. Décision qui réjouit le président béninois. Reportage. 5 axes de coopération prioritaires ont été revisités au cours des échanges entre les présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron. Au nombre de ceux-ci, la restitution à des pays africains d'œuvres d'art se trouvant actuellement en France. Une concrétisation de l'engagement pris par le chef de l'État français dans son discours de Ouagadougou l'an dernier. Il y a là un cadre de partenariat scientifique, muséographique, culturel, qui doit être construit. C'est l'objet de cette mission donc, qui se déroulera durant l'année. Mais je pense qu'il y a aussi certaines œuvres sur lesquelles la problématique est parfois plus aisée. Il y a aussi des pays qui sont plus avancés que d'autres dans cette volonté, ce qui est le cas du Bénin et qui fait que j'ai souhaité que, pendant même que cette mission expertise un cadre d'ensemble, nous puissions envisager justement une décirculation de certaines œuvres d'art, peut-être plus simple, dès cette année. Une décision qui réjouit au plus haut degré Patrice Talon. Remerciant le chef de l'État français pour son pragmatisme personnel, il l'invite pour un séjour sur le sol béninois. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir présenter dans notre offre touristique, patrimoniale, ce patrimoine qui est le nôtre, qui aujourd'hui est partagé par la France. Selon l'ambassadrice du Bénin à l'UNESCO, 4 500 à 6 000 objets béninois sont en France, y compris dans des collections privées. L'accaparement des trésors du royaume du Dahomey, trônes royaux, récades, portes sacrées du palais d'Abomey, statues anthropomorphes, s'était fait lors des batailles coloniales entre 1892 et 1894, mais aussi par des missionnaires ou des missions culturelles. Ce sera tout pour ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. Votre émission continue avec Roch Aurélien Accueilli. Merci à vous Nadège Sani pour cette belle présentation. La suite de Week-Echo, c'est bien sûr la revue de presse économique de l'actualité de la semaine. Et tout de suite, Marcel Arrossi nous fait la présentation des journaux qui ont abordé ces sujets économiques au cours de cette semaine. Amis de la revue de presse, bonjour. Près de 153 milliards de francs CFA d'appui de la France pourra-t-on lire en titre du quotidien L'Économiste dans sa parution du 6 mars 2018. C'est alors que la France appuiera les tout prochains jours le Bénin à travers 5 projets principaux. Ce sont là quelques retombées de la rencontre entre les deux chefs d'État. La visite du président béninois à Paris augure de retombées évidentes, mentionne la nation en titre, et a la nouvelle expression de nous énumérer les 5 retombées majeures. On pourra ainsi lire à la page 2 de sa parution du 7 mars que cet appui porte entre autres sur le projet de construction du centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi, matérialisé par la garantie de la Banque publique d'investissement avec une assurance crédit de 175 millions d'euros. Aussi,
la France donne son accord de principe sur le financement du projet d'adaptation des villes au changement climatique d'un coût global de 58 millions d'euros. Le projet Réinventer la cité lacustre de Ganvier avec 43 millions d'euros ainsi que celui de la Cité internationale de l'innovation et du savoir à travers l'apport de grands groupes éducatifs et académiques français. Et le clou de ces bonnes nouvelles qui se sont presque concrétisées est la coopération culturelle en vue du retour d'objets historiques ou culturels béninois actuellement en France. Un soutien de taille, titre Le Télégramme. Formation continue, perfectionnement et documentation, la représentation du FMI au Bénin s'ouvre à la population. Au-delà de ses prérogatives, le Fonds monétaire international au Bénin se propose d'appuyer les Béninois à développer nombre de compétences. L'intérêt, c'est la formation inclusive sanctionnée par une attestation qui vient mettre fin aux contraintes de voyage, a déclaré le représentant du FMI au Bénin. À l'international, l'économiste nous informe que les pays producteurs du cacao ne perçoivent que 6% des revenus du marché mondial sur 100 milliards de dollars des revenus générés. Au Forum des affaires Turquie CEDEAO, le Bénin présente ses réformes économiques aux investisseurs à Istanbul. L'agentier national de la Turquie explique que le climat dans les 15 pays membres de la CEDEAO peut librement conduire à faire des affaires. Information du quotidien Le Radar. Économiquement asphyxié, le Bénin recherche 35 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA, nous apprend le Nouvel Observateur cette semaine. Et dans ce même espace UEMOA, l'économiste nous informe que Maman Taïrou, directeur général de la Société de transit et de transport international, a reçu une distinction honorifique de la part de l'Union professionnelle des commissionnaires agréés en douane. Ainsi se referme cette revue de l'actualité de la semaine. Bon dimanche et à dimanche. Oui, bon dimanche et à dimanche. Merci à vous, Marcel Arrossi. Dans un instant, le plateau de décryptage. Et sur le plateau de décryptage cette semaine, nous parlons de l'interdiction de la vente à la sauvette dans les feux tricolores à Cotonou. Mais avant de vous présenter les décrypteurs de ce jour, je vous invite d'abord à suivre ce reportage réalisé par Ketoura Bouko. Vente à la sauvette, phénomène en plein essor au Bénin, mais désormais interdit à Cotonou par un arrêté préfectoral dès ce 1er mars 2018. Nous descendons dans plusieurs carrefours de la ville afin d'effectuer le constat. Actuellement, nous sommes au carrefour Vedoko, l'un des plus animés habituellement par les vendeurs à la sauvette. Là où on est en train de souffrir. Moi, je n'étais pas dans les feux tricolores. Je vendais à Tokpa. Il est venu nous a cassés pour dire qu'on va chercher un autre endroit. Mais on n'a pas eu l'endroit. Mais voilà que tu as déjà pris l'argent de l'État, avec ça tu te débrouilles. Tu ne peux pas croiser les bras à la maison pour avoir l'argent payé. C'est à cause de ça, moi spécialement, je suis venue ici. Mais quand j'étais ici, je trouvais l'argent et je payais les dettes que je devais. Mais à un moment donné, on vient d'Iédia, on fuit. On vient d'Iédia, moi par exemple, on a pris 3 fois mes bagages. Ici, 3 fois bien bon mes bagages. Donc avec ça, on peut parler de l'avant. Parmi nous, c'est avec ça qui nourrit leur maman. C'est avec ça qui nourrit les enfants. Il y a les femmes ici avec des enfants, ils n'ont pas de papa. C'est eux-mêmes qui paient la contribution, le loyer, tout ce que les enfants vont manger, c'est les femmes. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? S'il y a le boulot, on va laisser le feu tricolore tranquille. Si c'était que c'est la force, c'était les forces de l'ordre qui étaient là maintenant. Si vous voyez comment les gens traversent le feu, vous allez traverser la voie, vous allez pleurer parce que tout le monde traverse, je m'en fous, la voiture peut m'écraser, c'est pas mon problème. Le bon souci, c'est que j'évite le policier. S'il ne veut pas qu'on vende dans les feux, mais il n'a qu'à nous trouver quelque part où ça va bien donner, bon, les gens vont venir acheter. Mais si on peut supprimer ça, ça serait bon, okay. Parce que vraiment ça nous gêne. Ici, au carrefour de la Marina, à Sikekoji,
la circulation est moins dense, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de vendeurs à la sauvette. C'est quelque chose qui va nous faire mal, mais après, on comprendra que c'est une bonne chose. Il y a parmi eux, il y a les diplômés sans emploi. Il y a beaucoup. Et ils trouvent leur petit job là. On ne peut pas, c'est à petit coup que l'État va nous refuser ça. Nous sommes à présent au carrefour de l'Unafrica. Malgré la proximité du commissariat central de Cotonou, certains vendeurs continuent leurs activités sans inquiétude apparente. Nous nous situons au carrefour Saint-Michel, à quelques mètres du marché d'Antokpa, et tout comme à l'Unafrica, au carrefour Vedokor ou encore à la Marina, les vendeurs ne semblent pas vouloir arrêter leurs activités. Vous voyez comment on nous assaille là? C'est bien ça? Hein? C'est un harcèlement qui ne dit pas son nom. C'est une très bonne chose. Il faut que les gens partent. Ils n'ont qu'à aller s'installer dans les rues, ce qu'on appelle vent à Cotonou. Vous voyez? J'ai mes portables là. Et j'ai bloqué là. C'est à cause de... Si c'était ouvert, ils allaient me contourner, prendre mes portables pendant que j'achète. Donc c'est bon, c'est bon. Je crois que le gouvernement a très bien fait de les chasser. De l'encombrement à l'insécurité, cette activité fait partie du quotidien des Béninois et entretiendrait l'économie locale. Pour l'heure, les avis sur l'interdiction de la vente à la sauvette au feu tricolore restent partagés. Et oui, les avis sont effectivement partagés et nous allons faire le décryptage pour voir si les avis sont toujours partagés. Yasmine Damata, bonjour. Bonjour, La pleine forme? Oui. D'accord. Ketoura Boko, bonjour. Bonjour Roch. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de décryptage. Vous étiez sur le terrain, nous venons de suivre votre reportage. Vous avez vécu certaines situations sur le terrain. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que vivent les vendeurs à la sauvette dans les feux tricolores à Cotonou? Alors premièrement, donc, la politique de déguerpissement n'a pas effectivement fait son effet parce qu'en soi, les vendeurs n'ont pas l'air de vouloir arrêter leurs activités. Ils semblent vraiment vouloir insister. Et le seul moment où la terreur est répandue, c'est lorsqu'ils entendent Eja Eja, qui veut dire que le préfet arrive en fait. Et là, ça traverse en toute insécurité, ça ne regarde pas la route. Je veux dire, ça peut perdre sa vie à n'importe quel moment. Et dès que la police vient, et ben, ils se mettent à hurler. Puis ensuite, ils expliquaient qu'en gros, ils avaient des dettes et des dettes à rembourser parce que leurs marchandises, ils ont des fournisseurs. Donc, qu'ils ont des dettes à rembourser. Et c'est pour cela que lorsque leurs marchandises leur sont retirées ou confisquées, ils n'ont pas la possibilité, en fait, de rembourser comme il faut. Donc, ils accumulent les dettes, ce qui fait qu'ils sont obligés de continuer leurs activités pour pouvoir rembourser les frais. Mais d'autre part, nous avons des usagers de la route qui expliquent qu'en fait, c'est vraiment un encombrement et qui sont en train de rendre le code de la route défectueux, en fait. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une obstruction à l'exécution d'une décision préfectorale ou bien ils sont animés par l'instinct de survie, le fait de continuer à exercer leurs activités dans les feux tricolores? Il semble que d'une part ce soit un instinct de survie parce qu'ils se disent que dans tous les cas en prison, vu les conditions, ils vont mourir. Donc ils préféreraient donc partir plutôt sur de la résistance, fuir, courir et se dire si on meurt, au moins on mourra avec notre honneur, plutôt que d'aller en prison et de finir avec je veux dire, des fourmis ou des insectes qui les mangent. Ou, je veux dire, ils préfèrent carrément en fait, fuir la police. En fait, le seul but à ce moment-là, c'est l'instinct de survie. Mais ça reste de la résistance à une opinion et à une politique qui a été décrite et établie. Yasmine Damata, dites-nous, est-ce qu'on peut arriver véritablement à interdire cette activité de vente à la sauvette dans les feux tricolores, surtout à Cotonou? Je pense que c'est possible. C'est possible, mais dans la mesure, il faut d'abord revoir la manière de... C'est pas les déguerpir systématiquement qui va changer la situation. L'idéal serait de leur trouver un cadre, une solution, et le problème est réglé. Mais les chasser, là maintenant, je pense que... Mais nous avons suivi un intervenant, le dernier justement, dans le reportage que nous a présenté Ketoura Boko, qui parlait des problèmes de sécurité dans les feux tricolores. Il y a également le fait que ces vendeurs à la sauvette sont à l'origine de beaucoup de cas d'accidents dans ces feux tricolores. Est-ce que ce n'est pas une opportunité, une occasion pour leur dire les feux ne sont pas destinés à la vente?
Roch, ce que vous voulez que vous compreniez, la pauvreté, ça existe au Bénin. 27% de comme pauvreté. Partout ailleurs. Partout ailleurs. Oui. Mais l'économie béninoise, elle est basée sur l'informel, sur de l'informel à 90%. Donc, ne demandez pas aux Béninois qui n'a rien à manger, qui n'a pas d'emploi, d'aller rester à la maison, dormir et manger. Mais s'ils ne restaient pas à la maison, si vous comprenez, est-ce que c'est le seul lieu pour vendre ces articles? Là où elles étaient, on les a déguerpis. C'est comme ils étaient au marché d'Antokpa, on les a déguerpis. Devant, dans les rues, on les a déguerpis. Mais on n'a pas trouvé l'endroit, on ne leur a pas donné un espace pour vendre. Du coup, le marché d'Antokpa, c'est bondé. Maintenant, qu'on ne demande pas à ces dames, c'est ainsi qu'elles peuvent survivre. Et si vous comprenez bien, la première dame, Priska Kadaro, oui. Elle, on l'a déguerpie de quelque part. On n'a pas trouvé la solution. Mais elle a des dettes, elle doit payer. Donc, elle est dans le feu, elle arrive au moins à vendre. Elle fait attention à elle-même. Mais c'est quand la police vient qu'elle ne fait pas attention à elle-même. D'accord. À cause de cette raison de déguerpissement, d'abord, elle n'est pas la seule. Est-ce que cette raison de déguerpissement à elle seule suffit pour qu'on les autorise à exercer librement dans les feux tricolores, quoi qu'il y ait des risques, leurs activités? Premièrement, je voudrais juste revenir sur ce qu'elle disait. Le déguerpissement a pris exécution le 1er mars, mais tous avaient été prévenus que ça se ferait bien avant. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont découvert qu'en fait, ils devaient déguerpir. Et pour répondre à votre question, non, pour moi, ce n'est pas un argument valable. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... c'est une situation qui fait perdre des deux côtés parce qu'elle peut risquer sa vie tout comme le conducteur peut risquer sa vie. C'est-à-dire qu'au feu, comme il le disait, en fait, c'est un encombrement. Ces raisons ne sont pas valables parce que premièrement, il explique qu'il y a donc le vol qui est effectué par eux. Il explique qu'il a mis ses téléphones de l'autre côté de la voiture parce que ce sont des gens qui contournent la voiture pour aller prendre vos affaires, d'après lui. Deuxièmement, le matériel, des fois, ne marche pas lorsque vous achetez le matériel. Nous n'en connaissons pas la provenance, nous ne savons pas d'où ils viennent. Et lorsque vous rentrez chez vous, eh bien, ils ne fonctionnent pas. Toutes les fois. Et parfois, ils vendent de matériel ou bien de matériel de bonne qualité, hein, des appareils, des articles de très bonne qualité que vous retrouvez parfois plus cher dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les marchés. Je veux dire, il participe à l'économie, il participe au commerce. Il arrive que certains articles soient bons, mais son argument n'est pas assez valable parce qu'elle était pertinemment au courant que la rue, le vendre au carrefour, en fait, que cette politique allait être, cette activité allait être arrêtée. Donc, c'était pas du tout stratégique de partir de Dantokpa et venir au niveau des feux, puisque dans tous les cas, ils allaient être déguerpis à ce niveau-là aussi. Donc, selon moi, elle aurait pu, je ne sais pas, il y a plusieurs moyens, même si le taux de chômage est élevé, il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent. Elle aurait pu être apprentie chez une couturière ou chez une coiffeuse et gagner le minimum et rembourser ses dettes. Je veux dire, c'était pas du tout la bonne manière de se reprendre en fait après avoir été déguerpie, de se faire déguerpir une deuxième fois. Et elle explique bien que ces marchandises lui ont été retirées plus de 3 fois. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que, elle est au courant du fait que les marchandises peuvent lui être retirées. Donc c'est pas du tout pour moi une bonne stratégie que de venir vendre au niveau des feux. Yasmine, c'est un phénomène, la vente à la sauvette dans les feux, c'est un phénomène qui s'est enraciné au fil des ans, surtout avec la complicité de certaines autorités locales qui leur prélèveraient des taxes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'administration locale n'a pas contribué à ce que nous assistons aujourd'hui? Je dirais d'abord que le lien entre l'acheteur et le vendeur dans le feu, c'est un lien très solide. Et tout à l'heure, Madame Ketoura Bokor disait qu'il a fermé ses vitres, mais il n'est pas obligé d'acheter. Mais c'est lui-même qui achète. Il peut ne pas acheter, se concentrer. Et si tout le monde se concentrait et partait, je suis sûre que le vendeur ne reviendra plus demain. Mais il y en a qui achètent du coup. Beaucoup ne peuvent pas aller vers les marchés. Ils sont obligés d'acheter là, sur la route. D'autres achètent à manger là, dans le feu. Je veux dire, c'est une solution alternative. C'est une bonne opportunité, certes, mais je veux dire, ça n'excuse pas le fait que qu'en fait, ce soit interdit et qu'en fait, personne ne veuille s'y conformer.
Le problème, Roch, c'est qu'il ne faut pas couper. On ne peut pas interdire du jour au lendemain, ne venez plus dans les feux, ne venez plus vendre dans les feux. Mais trouver une solution à la pauvre. Mais ça n'a pas été interdit du jour au lendemain. Cotonou, c'est la vitrine du Bénin. Il faut militer pour une ville plus propre. Ce n'est pas qu'à Cotonou qu'on le fait. Et lorsque vous voyez la façon dont cette activité s'exerce dans les feux tricolores, mais vous vous dites, vous êtes dans la cour de la pétrolière. Mais non. C'est pas qu'à Cotonou que ça se fait. Ça se fait également dans d'autres grandes villes hors du Bénin. Et n'oublions pas que la Banque mondiale, la FMI, quand ils viennent au Bénin, ils parcourent Cotonou. Quand ils parcourent Cotonou, quand ils voient ça, mais eux, c'est applaudi parce qu'ils trouvent que le Béninois s'échine pour trouver de l'argent. Oui, mais est-ce qu'il faut forcément... Elle a évoqué les raisons, les risques auxquels même ces vendeuses et ces vendeurs s'exposent. Est-ce que c'est seulement en vendant dans les feux tricolores qu'on peut gagner sa vie? Il y a plusieurs d'autres activités dans lesquelles elles peuvent s'investir. Ne demandez pas à la pauvre dame qui a eu un microcrédit de 50 000 d'aller encore louer une boutique de 50 000 et d'acheter quoi à vendre où chaque mois elle doit payer la boutique. Mais la solution, que le préfet Toboula qui s'arrange, qui donne un espace, il a eu à le faire longtemps lors des fêtes de Nouvel An. Il peut trouver un espace pour cette dame, pas loin des feux. Mais on lui demande pas de louer une boutique, on lui demande pas de louer une boutique et de vendre. Je veux dire, elle peut faire un métier pour déjà rembourser ses dettes et ensuite... Mais ça reste une activité illégale, hein, excusez-moi, mais... Combien de personnes vont vers les couturiers aujourd'hui? Il y en a énormément, il y a plein de petites de jeunes filles qui vont... La grande partie vont à Missebo pour vendre des habits. Et c'est ceux-là même qui sont encore à Missebo qui viennent vers les feux parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. On a déjà délocalisé Missebo à Cotonou, là, vers Sémé. Le pauvre monsieur ne veut pas quitter jusqu'à la Zé et venir vendre à Sémé. Il est obligé de venir à Cotonou dans le feu. Ok. Vous pensez, oui, le temps est parti déjà, vous pensez qu'un jour, Kétoura, on peut arriver à interdire la vente à la sauvette dans les feux au Bénin? Je pense que ça ne pourra jamais être vraiment interdit, c'est-à-dire on ne pourra jamais déguerpir tous les vendeurs à la sauvette. Mais une alternative que je trouve qui est pas mal et qu'on peut proposer, c'est de les installer dans les rues moins encombrées. Plutôt que de les laisser dans les carrefours, par exemple, les mettre dans les rues moins encombrées. Comme ça, ils ne vont pas provoquer un arrêt à la circulation. Mais je veux dire, les sortir des carrefours, je pense que ce sera vraiment possible. Et c'est triste à dire, mais je pense que des mesures de force vont être prises et la terreur va être répandue s'ils ne veulent pas se conformer lorsqu'on leur explique partez et qu'ils insistent. Je pense qu'il y a des mesures bien plus sérieuses qui vont être prises. Merci à vous, Kétoura Boko. Vous pensez aussi? Je le pense également. Il faut d'abord trouver une solution avant de punir. D'accord. Merci. On vous aura compris. Il faut trouver une solution avant de punir. Tout compte fait, la vente à la sauvette, c'est une activité qui difficilement pourra être interdite au Bénin. On a constaté l'entêtement de ces vendeurs à la sauvette qui sont toujours présents dans les feux tricolores. Merci à vous, très bonne journée. Nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine et nous allons parler cette fois-ci de l'approche communale pour le marché agricole. Il est dit que 80% de la production agricole nationale sont réalisées par les femmes, alors qu'elles ne sont détentrices que de 5% de terres cultivables. Elles éprouvent aussi quelques difficultés d'écoulement de leurs produits, mais depuis quelques années, une approche communale pour le marché agricole renverse la tendance. C'est de ça que nous allons parler. En quoi consiste cette approche? Eh bien, suivez d'abord ce reportage. Pour les acteurs de la chaîne agricole, elle est une lumière qui jaillit de l'obscurité. L'ACMA, l'approche communale pour le marché agricole, innove pour le bonheur des producteurs. C'est grâce au programme ACMA que bon nombre d'entre nous ont pour la première fois pu bénéficier de crédits. Grâce à ce financement, 1299 tonnes de maïs, de soja, de l'huile de palme ont été warrantées et 23 928 tonnes de produits ont été commercialisés
pour un montant de plus de 6 milliards de francs CFA. En apportant de la valeur ajoutée à l'économie béninoise, ce projet vise le développement local. Mieux, il assure un bien-être aux femmes rurales. Vous allez voir, les familles sont rayonnantes. Les gens achètent. En quoi ils s'occupent des enfants pour l'école, ils payent la scolarité, ils payent un certain nombre de... Et quand vous les voyez, on dit « Ah, monsieur le maire, vraiment, je suis très content de ce programme-là. » Voilà, c'est ce que j'ai gagné là qui m'a permis de faire ceci. Ces impacts-là, on les écoute à tout moment. Des témoignages qui rassurent, mais l'ACMA se lance d'autres défis. Des défis que le programme compte relever au bout des 4 prochaines années. Nous voulons, au terme de cette deuxième phase, impacter au moins 60 000 acteurs. Nous en avons impacté environ 30 000 à la première phase. Nous voulons impacter au moins 60 000 acteurs et nous voulons désormais que les jeunes aient une part active dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que les jeunes croient désormais en l'agriculture, qu'ils croient désormais en leur potentialité. Donc nous mettons un point sur les jeunes de 15 à 35 ans avec un regard particulier sur la participation active des femmes. Nous voulons désormais que le producteur se sente valorisé et à travers une opération que nous appelons le Warantage, qui est un mécanisme de financement, il permet désormais aux plus petits producteurs qui produisent peut-être 2 bidons d'huile de bénéficier d'un financement adéquat pour pouvoir faire ces activités et de ne plus brader ces produits. Pour sa phase 2, l'approche communale pour le marché agricole étend sa zone d'intervention. En dehors des départements du Louémé, du Plateau et du Zou, elle s'étend désormais au département des Collines. Voilà. Et nous recevons notre invité Constant Dangbeyon, coordonnateur de l'ACMA 2, entendu approche communale pour le marché agricole phase 2. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai William Apollinaire Choki. Bonjour William. Bonjour Roch, Aurélien Koynou. Vous étiez à la couverture de cet événement hier. Vous avez entendu beaucoup de choses, on est là pour en parler. Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà dit dans votre introduction, on a dit qu'elle réalise plus de 80% de la production agricole, mais ne détient que 5% des terres. C'est une injustice quand même que le programme ACMA veut corriger. C'est quoi le programme ACMA? Quels sont ses objectifs? On en parle avec M. Constant Dangbeyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur technique du programme. On parle du programme Approche communale pour le marché agricole. Pourquoi cela? Pourquoi le programme ACMA? Il y a 4 ans de cela, et le programme ACMA a été lancé. Bon, l'objectif, c'est de mettre l'accent sur le marché et ensuite faire en sorte que les activités économiques se mènent à la base, notamment au niveau des communes. Parce que la loi sur la décentralisation confère certaines compétences aux communes, notamment le développement des infrastructures économiques, des infrastructures marchandes, des infrastructures socio-communautaires. Donc, c'est une bonne opportunité pour renforcer les activités économiques à la base, là où il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent, qui produisent de la richesse. Donc, l'approche communale, l'approche communale met l'accent sur ces opportunités qui existent au niveau de l'organisation, de la gouvernance. Mais vous avez aussi mis l'accent sur les échanges avec le géant voisin de l'Est. Est-ce que ça dit que les produits que nous avons ici au Bénin, qu'on n'arrive pas à les vendre, qu'il faille ouvrir ce marché aux autres pays limitrophes, c'est cela? Oui, nous avons choisi une zone pour permettre l'intensification des échanges commerciaux avec le grand voisin du Nigeria. Parce que l'idée de départ, il s'agit de ce... Bon, on s'est posé certaines questions. Pourquoi au Bénin, beaucoup d'acteurs se plaignent qu'ils n'arrivent pas à produire beaucoup parce qu'ils n'ont pas le marché? Nous n'avons pas le marché. Partout où vous allez, les gens disent, nous avons produit, mais nous ne trouvons pas le marché d'écoulement. Alors qu'à côté, au Nigeria, il y a beaucoup d'opportunités. Un vaste marché inexploité. Un vaste marché. Je vous assure, c'est un vaste marché. Même, ne parlons pas du Nigeria, même si on pouvait développer les échanges commerciaux avec deux États. Lesquels, par exemple? L'État de Ogun et puis l'État de Lagos, okay. C'est suffisant. C'est suffisant largement pour tout le Bénin. Alors, en 4 ans, de 2013 à 2017, vous avez mené beaucoup d'actions. Est-ce qu'on peut avoir quelques résultats forts?
cette première phase? Oui, cette première phase, bon, avant de donner les résultats, c'est quand même important de souligner que c'est un programme qui a été financé par l'ambassade des Pays-Bas après le Bénin. Ça, c'est important de le mentionner. Oui. Et c'est important de mentionner aussi que c'est un programme qui a été mis en œuvre par un consortium. Okay. Et le consortium est dirigé par l'IFDC, oui, le Centre international pour le développement des engrais. Et les autres membres du consortium, je parle de la première phase. Oui. Il y a Caire Bénin Togo, il y a l'Institut Royal des Tropiques basé aux Pays-Bas, il y a Benin Consulting Group qui est un bureau d'études basé au Bénin, et Sahel Capital qui est un bureau d'études basé à Lagos. Okay. Ouais, ça, c'est la première phase. Venons maintenant au résultat. Maintenant, au résultat, oui, et nous avons eu beaucoup de résultats. D'abord, à travers la mise en œuvre de la première phase du programme, nous avons pu, avec notre facilitation, nous avons pu aider les acteurs à commercialiser leurs produits pour une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA. Les acteurs, ce ne sont que les femmes ou bien il y a également des hommes? Non, les acteurs, il y a des producteurs, des productrices, des transformateurs, des transformatrices, des commerçants et des commerçantes. Mais parmi les 32 000 acteurs que nous avons touchés, pour la première phase, ouais, nous avons 51% de femmes. Bon, nous n'avons pas le temps pour expliquer comment nous sommes arrivés à mobiliser beaucoup de femmes. Voilà, mais la raison, c'est que nous avons travaillé surtout sur des chaînes de valeur, les produits sur lesquels les femmes sont actives. Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns de ces produits? Il y a le poisson, la transformation du poisson. Il y a le gari, la transformation du manioc en gari. Il y a aussi les activités comme la transformation de l'huile. L'huile rouge, oui. Non, il y a l'huile rouge. Bon, l'huile rouge, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la transformation, mais c'est beaucoup plus la commercialisation. Okay. Mais il y a l'huile d'arachide aussi. Les galettes d'arachide, il y a beaucoup de femmes là-bas. Ok, d'accord. Donc, c'est ça surtout. Il faut cibler les activités où les femmes sont actives pour pouvoir... Alors tout à l'heure, si vous permettez, oui, William, en évoquant tout à l'heure les difficultés d'écoulement de leurs produits, on a l'impression que le Bénin a déjà atteint son autosuffisance alimentaire. Oui, en réalité, si vous prenez, le Bénin produit beaucoup de maïs. Et s'il y a le marché, la production va encore augmenter. Mais pourquoi forcément vendre au Nigeria alors que la demande est forte dans le pays, à l'intérieur du pays? Oui, pour la première phase du programme, nous n'avons pas ciblé seulement le Nigeria. Il y a aussi le commerce à l'intérieur. Le marché intérieur. Voilà, le marché, organiser le marché intérieur aussi. Nous avons pris ça en compte au cours de la première phase. Parce que s'il y a des difficultés avec le Nigeria, nous n'aurons pas, il faut trouver une alternative, au moins au niveau du Bénin, que le marché soit bien organisé avec des infrastructures et des centres d'agrégation des produits pour faciliter la distribution, ainsi de suite, à l'intérieur du Bénin. Alors, M. Tabouin, quand vous entendez, c'est comme si tout est rose pour la première phase. Non, tout n'est pas rose. Voilà. Tout n'est pas rose, il y a des difficultés. Et lesquelles, par exemple? Bon, les difficultés, il faut avouer que la mobilité à l'intérieur même du Bénin n'est pas encore parfaite. Et cela ne permet pas d'avoir des produits compétitifs. Il y a beaucoup de frais, parfois non justifiés, qui se greffent sur les coûts de revient. Bon, maintenant, les transactions avec le Nigeria, il y a un problème fondamental. La monnaie du Nigeria, le Naira, qui connaît beaucoup de fluctuations. Ouais. Mais lorsque la monnaie chute, ça a des implications sur les producteurs, sur les acteurs économiques béninois. Leurs revenus vont baisser. Mais le marché existe toujours. Ouais. Mais le prix auquel ils peuvent vendre pour gagner beaucoup d'argent, ils ne pourront pas... La marge va diminuer. D'accord. Ouais, alors, quels sont les constats que vous avez faits dans les zones, les communes où vous avez mis en application votre programme? Est-ce que cela a impacté le développement local? Oui, ça c'est une bonne question, merci beaucoup. Et au niveau des communes, même si aujourd'hui
nous ne pouvons pas dire que notre programme a contribué, a permis à une commune de mobiliser tel revenu à travers l'organisation, à travers pour avoir participé aux activités du programme. Mais il y a quand même une prise de conscience qu'au niveau de la commune, il faut s'investir dans le secteur agricole. Il faut faire des investissements stratégiques qui sont très importants pour le présent et le futur. Parce que c'est à travers ces investissements, c'est à travers l'organisation des acteurs qu'ils peuvent améliorer leurs recettes. Okay. Ils peuvent mobiliser beaucoup de recettes pour maintenant pouvoir mener des actions de développement au niveau local. Oui. Maintenant, parlant de l'investissement dans l'agriculture, il y a, comment dit-on, un intrant important, c'est la terre. Aujourd'hui, les femmes qui produisent 80% de la production agricole ne détiennent que 5% des terres. Voilà. Il y a une injustice là à ce niveau. Oui. Est-ce que le programme ACMA 2 veut corriger cela? Bon, effectivement, il y a une injustice à ce niveau, mais bon, quand vous analysez un peu notre contexte culturel, ainsi de suite, il y a des raisons. Il y a des raisons. Moi-même, particulièrement, j'ai travaillé sur la question foncière. Il y a des raisons parce que dans certaines communautés, la femme va hériter des terres, c'est un problème. Parce que c'est comme si c'est le transfert d'un patrimoine d'une famille à une autre. Bon, ça, ce sont des questions qui ont connu une évolution, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si les femmes ont les moyens, elles peuvent acheter des terres. Vous voyez. Et puis, l'arrangement local n'exclut pas la femme pour avoir accès à la terre. Mais parfois, ce sont des terres qui ne sont pas peut-être très fertiles ou bien c'est quelques terres qu'elles ont sous la location, ainsi de suite. Donc, au niveau local, il y a beaucoup d'arrangements pour permettre normalement à tous les acteurs d'avoir accès à la terre. Mais l'autre question qu'il faut régler, c'est comment on gère ces arrangements-là pour qu'il n'y ait pas l'injustice. Alors, M. Debo, normalement, le temps est déjà parti, mais rapidement, pour les innovations de cette deuxième phase qui a été lancée ce 8 mars, c'est tellement à dessein, c'est la Journée internationale de la femme. Les innovations de cette deuxième phase. Bon, pour cette deuxième phase, nous allons nous investir vraiment au niveau de la production. Parce que la première phase, l'accent était mis sur le marché. Donc, notre bailleur disait marché, marché, marché. Mais nous avons constaté que les opportunités de marché existent. Mais c'est la capacité des acteurs au niveau du Bénin, des acteurs économiques, à mobiliser le produit pour répondre aux opportunités de marché. C'est ça qui pose un problème. Donc, il faut produire davantage. Donc, nous allons nous investir au niveau de la production en intensifiant, en essayant de déployer des options qui vont permettre d'intensifier la production. Bon, l'autre côté aussi, nous allons introduire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'agriculture. Oui, liées à l'agriculture. Pour permettre aux jeunes d'avoir accès rapidement à l'information, d'échanger aussi les informations stratégiques pour développer leurs activités. Voilà. Et plus l'accent sera aussi mis sur les jeunes et les femmes aussi pour la deuxième phase. Vous avez ciblé jusqu'à 35 ans, de 15 à 35 ans. Oui, bon, ça, oui, de 15 à 35 ans, c'est la norme. D'accord. C'est la norme, mais dans la pratique, peut-être qu'il peut y avoir des petits, nous ne savons pas, mais c'est la norme. Merci, M. Constant Dangbillon. Nous aurions pu vous garder longtemps et parler aussi du warrantage. C'est quoi ce concept-là? Si vous pouvez, en 30 secondes, nous en dire quelque chose rapidement parce que le temps est complètement parti déjà. Oui, merci beaucoup. En fait, le warrantage, c'est un mécanisme qui permet à un grand nombre d'acteurs d'avoir accès au financement. Et en même temps, d'organiser la commercialisation, de faire des ventes collectives. Et le warrantage, en fait, je prends le crédit et je dépose
et mon produit comme garantie. Okay. C'est ça le warrantage. Mais pour le faire, il faut des infrastructures qu'on a essayé de construire ici dans la... Très bien. Nous aurons le temps de vous recevoir un autre jour pour aller plus en profondeur. Nous sommes pris par le temps. Merci d'être sur ce plateau pour nous fournir toutes ces explications par rapport à ce projet qui va autonomiser davantage la femme. Merci à vous. Oui, merci. C'est à moi de vous remercier aussi de nous donner l'opportunité pour parler de notre programme. Et nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais le temps est limité. Tout à fait. Nous aurons encore l'opportunité pour en parler. Je vous remercie. Tout à fait. Merci. Merci aussi à vous, William Paulinet-Joki. Et voilà, mesdames et messieurs, cette émission Wikeko est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Toute l'équipe de préparation, de réalisation vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h. Vous pourrez également suivre cette émission sur le www.ortb.bj. C'est tout pour cette émission. Sachez que chaque jour est une opportunité, que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.